Bonsoir à tous, je suis Béatrice Duval, directrice générale du Livre de Poche. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Ken Follett, que je remercie de nous consacrer 1 heure pour ce Facebook Live, à l'occasion de la sortie de son livre Le crépuscule et l'aube au Livre de Poche. Sachez que ce livre, sorti début janvier, occupe déjà la première place des listes de best-sellers en France. Et nous partageons ce moment exceptionnel avec Antoine Vernet, conservateur en chef des musées de Bayeux et en particulier de la tapisserie de Bayeux. Merci à tous deux. Je passe la parole à Lorraine Malka pour cette soirée. Merci Béatrice. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Merci à Hachette et au Livre de Poche d'organiser ce live. Nous sommes très honorés d'accueillir le romancier Ken Follett. Bonjour Monsieur Follett. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Nous avons la chance d'accueillir aussi, Béatrice Duval le disait, Antoine Vernet, conservateur en chef des musées de Bayeux. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous. C'est une rencontre exceptionnelle. Antoine Vernet, vous avez reçu Ken Follett au musée de Bayeux pendant l'écriture de ce livre pour qu'il puisse passer du temps en tête-à-tête avec la tapisserie de Bayeux, qui est une source historique centrale dans ce livre. Vous allez tous les deux nous expliquer pourquoi et vous allez nous montrer des images de cette œuvre monumentale. Restez avec nous, ce sera un petit peu plus tard dans le live. Monsieur Follett, on ne vous présente plus. Vous êtes l'un des auteurs les plus célèbres au monde, mais pour ceux qui auraient la chance de vous découvrir seulement maintenant, rappelons que vous êtes l'auteur de 36 livres, vendus dans plus de 80 pays, traduits dans 40 langues. Vous êtes né à Cardiff, au Pays de Galles. Vous avez passé une partie de votre adolescence à la bibliothèque municipale à lire entre autres James Bond, qui est, je crois, l'une des origines de votre vocation. Vous avez fait des études de philosophie, puis vous avez été reporter quelques années. Vous avez ensuite travaillé pour une maison d'édition de Londres qui s'appelait Everest Book, dont vous êtes devenu directeur adjoint. Et dans les années 70, vous vous lancez dans l'écriture de votre premier roman, un roman d'espionnage, L'arme à l'œil, dont on est nombreux à se souvenir encore aujourd'hui. 10 ans plus tard, en 1989, après un long voyage dans l'Europe des cathédrales, vous publiez votre deuxième roman, Les piliers de la Terre, dont on va parler aujourd'hui, puisque ça deviendra rapidement, c'est le premier tome de ce qui deviendra rapidement un phénomène planétaire, la saga Kingsbridge. Entre-temps, je ne peux pas tout raconter, mais vous avez publié de très nombreux livres. Vous nous avez fait voyager dans le temps en nous régalant avec votre passion, notamment pour le Moyen-Âge. Et vous nous avez fait aussi trembler avec votre autre casquette d'auteur de thriller. Revenons sur la saga Kingsbridge. Vous avez donc, en 30 ans, construit une ville imaginaire dans laquelle vous avez installé des millions d'habitants. Vous avez installé des millions d'habitants fictifs, au moins autant de lecteurs et de lectrices. Je le disais, Les piliers de la Terre en 1989, Un monde sans fin en 2008, Une colonne de feu en 2017, qui se passait à la Renaissance. Ce sont des romans qui mêlent héroïsme, amour, trahison, guerre. On va en parler, Le crépuscule et l'aube. Et donc le dernier de la saga, et c'est ce qu'on appelle un préquel, puisqu'il se déroule avant le reste de la trilogie. Il se déroule au Moyen-Âge, en l'an 997. Et c'est sur ce livre que nous avons des tas de questions à vous poser. Quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et j'ai le plaisir d'animer régulièrement les lives pour les éditions Hachette. On est ensemble pendant 30 à 40 minutes environ. Je vais alterner entre mes questions et celles des internautes envoyées à l'avance. Je les remercie également. Première question, Monsieur Ken Follett. Votre livre s'ouvre donc en 997, 2 siècles avant Les piliers de la Terre, à un moment où Kingsbridge ne porte pas encore ce nom. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de retourner aux origines même de votre carrière de romancier? Je me suis demandé comment était Kingsbridge avant qu'elle était une ville, peut-être un petit village, peut-être un hameau avec 5 ou 6 maisons. Et ce qui me intrigue, c'est de demander pourquoi est-ce que ce petit hameau tellement grandi, tellement grossi, devient plus riche
comment est-il construit un pont, une église, une cathédrale. Et cette procès dont les petits hameaux, les petits villages grandissent et deviennent riches, mon question, c'est d'où devient la richesse. Et ça, c'est un procès complexe et intéressant, surtout dans une époque très cruelle, très violente, très difficile. Alors, Monsieur Follette, on a reçu de nombreuses questions de la part des internautes qui sont nombreux à vous lire depuis très très longtemps. Aspergeek demande pourquoi avoir choisi cette époque pour la saga des Piliers de la Terre. C'était un moment quand il y avait 3 grands pouvoirs qui combattent pour régler, pour contrôler l'Angleterre. Les Anglo-Saxons, évidemment, qui y habitent, mais aussi les Vikings, qui sont comme la mafia. Ils sont meurtriers, voleurs, violeurs, et aussi les Normands, qui avaient une civilisation beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus civilisée que l'Angleterre. Et cette bataille entre 3 pouvoirs était très intéressant pour moi parce que il y a beaucoup de drame pour un roman. Alors, on suit le destin de 4 personnages qui tentent tous de survivre au milieu de ces raids dont vous avez parlé. Rania, qui est une jeune Normande insoumise mariée à un Anglais. Edgar, qui est charpentier naval de père en fils, dont la maison a été détruite pendant un raid viking. Alfred, moine idéaliste, qui rêve de transformer son abbaye en centre d'érudition reconnu dans toute l'Europe. Et enfin, il y a un évêque, Winston, qui est prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Et un des internautes qui a envoyé une question, qui s'appelle Babe Tegouri, demande « Les personnages de votre roman sont-ils inspirés de personnes ayant existé ou sont-ils tout à fait imaginaires ?» Tout à fait, presque tout à fait imaginaire, parce que il faut créer des personnages qui veulent faire ce dont j'ai besoin pour mon intrigue. Donc, ils sont toujours très courageuses, peut-être un peu trop. En général un peu sexy, parce qu'il faut que le lecteur, la lectrice les aime. Donc, je ne peux pas prendre un personnage vrai, un personnage réel, parce que peut-être ce personnage ne veut pas faire ce qu'il me faut. Et c'est vrai qu'on les aime, vos personnages, on a l'impression qu'ils... Et pourtant, ils vivent à une époque très lointaine, mais on a presque l'impression qu'on pourrait les connaître. Le personnage d'Edgar, par exemple, parlons un petit peu de lui, c'est un personnage très touchant. On s'attache à lui immédiatement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Edgar ? Il y a souvent dans mes romans, il y a un personnage comme Edgar, un jeune homme, normalement c'est un homme, un jeune homme qui peut créer des choses avec ses mains. Edgar est un constructeur de navires. Jack, dans les Piliers de la Terre, était maçon, etc. Et c'est pourquoi je fais ça. Parce que eux,
ils sont les gens qui ont construit notre monde. Notre monde n'est pas seulement une planète, car il y avait des gens qui ont construit les rues, les ponts, les églises, les skyscrapers. Et notre monde est construit de ces choses qu'on a fabriquées, on a créées. Et on peut dire, ils sont les gens qui ont construit notre monde. Alors, on peut aussi dire quelques mots du personnage de Ragna, qui est aussi un très beau personnage. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, un personnage féminin. Elle est surprenante de modernité et d'érudition aussi. Elle est éprise d'un seigneur anglais et puis elle est révoltée par les coutumes de l'époque. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Euh, oh, encore un personnage qui a qui, qui est, est qui on rencontre dans beaucoup de mes romans. C'est une héroïne, elle est très intelligente, elle est courageuse et elle est sexy. Euh, quand on trouve, elle se marie avec un Anglais sans le connaître. Elle l'aime, mais elle ne le connaît pas. Et quand elle arrive en Angleterre pour se marier, elle est choquée par sa famille très violente. Et aussi, il y a encore une femme qui pense qu'elle est déjà la femme de cet homme avec qui Rania va se marier. C'est un choc, c'est terrible, mais elle est courageuse. Elle ne dit pas je vais rentrer, je vais chercher ma maman. Elle dit, bon, je suis ici, je fais quelque chose. Elle résiste et elle crée le pouvoir pour elle-même. Donc, et en plus, très lentement, elle tombe amoureuse avec encore un homme. Est-ce que de façon générale, on peut dire, Monsieur Follette, que vous aimez les personnages insoumis? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que euh, les gens qui sont contents, euh, les gens qui sont un peu timides, qu'est-ce qu'on peut écrire comme histoire? Ils sont contents, ils sont timides, ils ne font rien. Mais les rebelles, les gens insoumis, ils sont en danger beaucoup. Il y a des conflits. Euh, ils disent non, je refuse de faire ça. Moi, je fais ce que moi je veux. Et voilà, on a une histoire, on a un intrigue. Donc c'est pour cette raison, comme vous le disiez, que vous choisissez des personnages insoumis et aussi des contextes, des moments épiques de l'histoire. Donc vous avez dit quelques mots déjà du contexte historique. À cette époque, en fait, dans les territoires anglais, règne un chaos total et votre roman s'ouvre justement à un moment où la population commence à réclamer un état de droit. C'est un enjeu important du roman qui le rend d'ailleurs assez philosophique parce qu'on voit l'ordre qui triomphe sur le chaos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation de l'époque? Pourquoi la loi est si difficile à faire appliquer sur les territoires anglais à cette époque?
C'était pas, c'était que la loi était contrôlée par les seigneurs, les messieurs, et ils ont fait ce qu'ils en veulent. Euh, euh, et ils n'avaient pas l'idée, c'était une idée très très importante pour notre liberté, l'idée de l'idée que le loi, les cours, les juges ne sont pas contrôlés par le gouvernement. C'est essentiel que les cours sont quelque chose de différent à part et les cours, ils ont le pouvoir de dire au gouvernement non, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit, c'est contre la loi. Et ça, c'est très important pour notre démocratie, notre liberté. Et évidemment, j'ai commencé à penser ce sujet à cause de les événements dans le monde aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de gens très autoritariens, j'espère que ça c'est un mot français, autoritariens, comme Donald Trump, comme le gouvernement de Pologne, de Hongrie, euh, des gens qui ne veulent pas obéir les juges. Ils disent non, je suis le président, je ne dois pas obéir les juges. La peuple, la peuple choisis-moi, pas cette juge. Et c'est toujours le commencement d'un tyrannie, ça. Donc, j'ai imaginé cette époque, j'ai imaginé une histoire dans cette époque quand euh, le gouvernement peut contrôler les juges, les seigneurs sont les juges. Et nous voyons, quand vous lisez cet roman, vous voyez comment la vie est terrible quand les seigneurs contrôlent les juges. Alors le mot que vous cherchiez, c'est autoritaire et on comprend on a très bien compris ce que vous vouliez dire et on vous comprend très bien et on voit très bien en vous lisant effectivement les parallèles entre cette époque du Moyen Âge et notre époque. Il y en a de très nombreux. Je laisse les lecteurs avoir ce plaisir-là parce que ça fait partie des plaisirs de lecture aussi. Vous avez l'habitude pour tous vos romans de vous documenter de façon très précise et de vous déplacer dans les lieux. Donc c'est ça qui rend vos romans aussi vivants aussi. Quelles ont été pour ce roman-là vos sources d'inspiration? On va bientôt venir à la tapisserie de Bayeux, mais Oui, de façon générale, quels ont été les lieux et vos sources de documentation? il y a très peu de détails euh, de la vie quotidienne dans l'XIe siècle parce que il y a très peu de peinture, de livres, euh, très peu d'archéologie parce que leur maison était construite de bois et ça n'existe plus. Donc, j'ai visité quelques bâtiments anglo-saxons en Angleterre, mais il n'y a pas beaucoup. Euh, et ils sont petits, les petites églises, ou peut-être il y a une église et une petite partie de cette église est anglo-saxonne. Donc, c'est difficile à étudier, euh, mais
heureusement, nous avons cette formidable, formidable tapisserie où nous trouvons beaucoup de détails de la vie quotidienne. C'est le sujet de la tapisserie est une bataille et nous voyons beaucoup de gens qui battent, mais aussi euh, nous voyons les gens des jeunes, nous voyons les gens avec leurs oiseaux et leurs chiens. Nous pouvons regarder leurs vêtements et enfin, la tapisserie est un trésor pour les historiens de l'11e siècle. Donc vous avez sollicité Monsieur Antoine Vernet, on le disait tout à l'heure, conservateur en chef des musées de Bayeux, pour voir la tapisserie de Bayeux en vrai. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous étiez au contact de cette œuvre, mais là vous avez pu avoir un vrai moment en tête-à-tête avec cette œuvre. Oui, c'est quelque chose de très spécial de voir la tapisserie entière. Il y a des images dans plusieurs livres et c'est curieux un peu, il y a une copie de la tapisserie fait dans le 19e siècle en Angleterre. Quelques femmes victoriennes ont décidé, je ne sais pas pourquoi, de faire un copie. Et ça existe dans un musée en Angleterre, dans la ville de Reading. Donc j'ai vu ça, j'ai vu l'original 2 fois. Et pendant que j'étais en train d'écrire La crépuscule et l'aube, le tapisserie était sur mon bureau chaque jour. C'est très important. Voilà. Alors Monsieur Vernet, est-ce que vous nous entendez? Oui, Voilà, je alors suis merci avec d'être avec passion. nous. Vous allez nous raconter un petit peu comment Ken Follett a pris contact avec nous. Est-ce qu'avant, vous pouvez nous parler des musées de Bayeux et nous parler de cette œuvre exceptionnelle, la tapisserie de Bayeux? Oui, alors les musées de Bayeux sont dans un cœur historique à proximité des plages du débarquement, qui a été entièrement préservé en 1944, un cas d'exception en Normandie. Et les 3 musées offrent un panorama complet de l'histoire de la Normandie au travers, bien sûr, de la tapisserie de Bayeux, qui est une pièce exceptionnelle de l'art du Moyen-Âge, un objet qui est protégé, inscrit au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Il y a un second établissement qui retrace l'ensemble de l'histoire de la cité au travers des créations artistiques, des savoir-faire comme la dentelle, la porcelaine, et un 3e établissement qui est entièrement consacré à un second événement majeur de l'histoire de notre territoire, qui est le débarquement et la bataille de Normandie. Il faut en revenir à la tapisserie de Bayeux. C'est vraiment le cœur de notre sujet ce soir. Une œuvre étonnante, une œuvre fascinante, à la fois par son extrême fragilité. C'est un textile, une fine toile de lin brodée de laine multicolore, et c'est surtout une œuvre monumentale puisqu'elle fait 70 mètres de long, une narration illustrée qui se déploie sur 70 mètres de long, du XIe siècle. On vous écoute. Vous pouvez nous présenter, effectivement, vous avez prévu quelques visuels à nous montrer, justement, pour nous montrer la monumentalité de cette œuvre et puis un peu les motifs emblématiques
On vous laisse nous présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas cette œuvre. Bien sûr, c'était surtout un objet qui a permis d'élever Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre, parmi les plus grands souverains de son temps, par le geste lié à la création de cette œuvre. Alors, qu'est-ce que la tapisserie de Bayeux dans un premier temps? C'est avant tout, et on rejoint finalement les propos de Ken Follett, c'est la mise en mémoire d'une audace, celle d'un homme pour faire triompher son droit légitime, et en l'occurrence à recevoir comme héritage le trône d'Angleterre. Donc ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas non plus que l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de toute une région, tout le quart nord-ouest de la France a accompagné le conquérant dans sa quête, et c'est également toute l'histoire de l'Angleterre qui bascule le 14 octobre 1066. Et cette tapisserie de Bayeux donc narre cette accession au trône, cette lutte entre deux hommes, Guillaume, duc de Normandie, et Harold, auquel la couronne d'Angleterre en janvier 1066 a été confiée, alors que le trône était promis par le défunt roi Édouard le Confesseur à son petit cousin duc de Normandie. Donc c'est une lutte acharnée qui va se développer entre les deux hommes. C'est une œuvre qui illustre tous les aspects de la société du XIe siècle, bien sûr le monde féodal, celui des élites, les élites guerrières, mais comme a aimé à le rappeler Ken Follett, tous les aspects de la société du XIe siècle. Alors, pour revenir au moment où Monsieur Follett vous a contacté pendant l'écriture de ce livre, comment ça se passe quand un écrivain vous contacte pour avoir un moment en tête-à-tête, seul à seul avec l'œuvre? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, on tente dans des moments exceptionnels comme ceci de répondre à ces demandes. C'est toujours très délicat. Car il faut trouver des moments privilégiés en dehors du public, tout en sachant que l'un de nos objectifs est aussi la préservation de l'œuvre. Une œuvre textile du XIe siècle ne peut pas être accessible à tous, à tout moment. Il y a un temps de mise en lumière, la lumière dégrade cette œuvre textile, donc ce sont sur des temps finalement très limités, adapté à des moments privilégiés comme on a pu le faire avec Ken Follett, qui s'est complètement immergé dans l'œuvre. Nous l'avons laissé seul pour véritablement profiter de cet instant magique de confrontation directe avec cette œuvre. Mais c'est un homme qui me semble avoir aussi totalement conscience de cette confrontation privilégiée, et qui n'a pas été très gourmand en temps. Voilà, il a su gérer son temps pour nous permettre de respecter ce rapport à l'œuvre dans des conditions de conservation totalement respectueuses. Ken Follett, je crois que ce qui vous touche le plus dans cette œuvre, c'est effectivement les détails de la vie quotidienne qu'on ne trouve absolument nulle part ailleurs, comme les repas, la façon de s'habiller. On va montrer quelques images. Si vous voulez bien nous commenter un petit peu ce que vous voyez, nous raconter l'émotion que vous avez eue face à l'œuvre originale. Et puis, Monsieur Vernet, n'hésitez pas à réagir aussi, hein. D'accord. Voilà une église qui existe aujourd'hui en Angleterre, et vous voyez un art rond, et cet art, on peut le voir aujourd'hui. Et aussi, nous voyons ici des gens qui déjeunent et ils boivent. Évidemment, à l'époque, on a aimé boire
Euh, euh, et nous voyons aussi qu'ils sont en eau, ils sont le deuxième étage. Et ça, et on demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a au-dessous et nous voyons un escalier. Évidemment, euh, cet bâtiment est construit dans une façon très intéressante. Il a des arcs au-dessous et au-dessus, vous avez évidemment une chambre où on peut déjeuner et on ascend un escalier pour arriver à la chambre d'habitation de ce bâtiment. C'est très intéressant. Alors peut-être encore quelques images. Voilà. Et voilà. Bon, comment arriver dans un navire? Il faut qu'on marche dans l'eau. Et donc, les gens sont haussés leurs vêtements. Et en plus, ils portent leurs chiens. Ça, je trouve très touchant et très curieux. Pourquoi porter le chien? En général, les chiens peuvent nager. Mais peut-être c'est un chien très précieux, très aimé. Monsieur Vernet, est-ce que vous voulez réagir aussi, nous dire ce que ça vous évoque? Oui, c'est toute la splendeur, le caractère étonnant de cette œuvre, qui, au-delà de raconter la grande histoire, l'épopée guerrière, est truffée de mille détails, quand même à l'interpréter Ken Follett. Le dernier repas avant d'Harold, du comte Harold, l'Earl du Wessex, avant de prendre la mer et de venir en Normandie pour porter ce message à Guillaume de Normandie, le roi d'Angleterre te veut comme héritier. Eh bien, cette scène se déroule dans un manoir. Et comme l'a souligné Ken Follett, un manoir à deux niveaux, une grande salle de réception à l'étage noble, qui surplombe un espace voûté, un rez-de-chaussée voûté, d'où la présence de ces arcades, dans lequel, eh bien, sont les communs, les cuisines, les réserves, les celliers. Et archéologiquement, nous connaissons des bâtiments qui sont contemporains et dont nous trouvons dans la tapisserie de Bayeux une parfaite illustration. Encore faut-il pouvoir la décrypter, comme cette évocation du chien. Sait-il nager ou ne sait-il pas nager? Je pense néanmoins qu'il fallait un peu l'aider pour monter dans le bateau. Mais voilà, c'est toute cette subtilité de la tapisserie de Bayeux qui nous permet qui est un sujet de discussion à non plus finir. Merci beaucoup Antoine Vernet, merci déjà d'avoir donné l'accès à Ken Follett pour déployer tous ces trésors d'imagination et merci d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout ça. Ken Follett, un autre lieu important pour vos recherches, c'était je crois le musée d'Oslo, où vous avez pu observer des vrais vaisseaux de l'époque qui ont inspiré la première scène de votre livre, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette autre visite? Oui, on entre ce musée et on voit de suite, on voit un navire viking. Mais normalement, quand on voit un navire, c'est dans l'eau. Mais dans le musée, c'est en eau et on peut sentir comment cet navire peut être formidable, qui fait peur. J'ai imaginé
parce que le navire est très très beau, mais en plus, on sent un air de menace. Et j'ai imaginé quelqu'un sur une plage, regardant la mer et voyant peut-être 30, 40, 50 navires vikings qui approchent la ville. Et ça m'a frappé comme une image très forte. Et j'ai choisi ça pour le premier chapitre de La crépuscule et l'aube. Oui, c'est une image très frappante et ceux qui ont lu le livre gardent cette image très présente en tête. Alors, on passe de la fiction à la réalité. Marion, qui est une internaute qui vous lit, demande à quelle époque de vos romans auriez aimé-vous vivre? Aucune, parce que j'aime le confort, moi. J'aime une maison bien chauffée, un pull de cachemire, une voiture confortable. Et je suis certain que je détestais vivre dans le Moyen Âge, le 16e siècle, le 19e siècle. Pas mauvaise nourriture, mauvais vin. Je déteste des chevaux. J'ai essayé I've tried riding, comment en Essayez français? de monter à cheval. J'ai J'essayais de monter à cheval. Oui, j'ai essayé de monter à cheval. Les chevaux ne m'aiment pas. Donc, j'aime énormément cette 22e, le 2000, le siècle 2022, je préfère. 21e siècle. Alors, Hatsheppa, pour revenir aux recherches historiques, demande combien de temps prennent en moyenne les recherches historiques avant d'écrire un roman? Il me faut 1 an en général pour les recherches et le plan. Je l'ai fait, les deux choses, je fais au même temps parce que le plan demande de recherche et les recherches m'inspirent avec des autres scènes, des autres personnages pour l'histoire. En général, c'est 1 an pour les recherches et le plan, et puis 1 an pour le premier jet et 1 an pour écrire. Normalement, un roman long, historique, me faut 3 ans. Alors, sur ces 3 ans, Trapannet demande avez-vous des rituels d'écriture? Non, pour moi, c'est un job. C'est pas, there's no magic. C'est pas, je n'ai pas de pouvoir supernaturel. Je me lève, je m'assieds ici dans cette chambre, cette chaise avec cet écran et je me demande, OK, qu'est-ce qu'il faut écrire aujourd'hui? C'est peut-être un scène peut-être c'est un scène de bataille. Bon, comment ça commence? Quel est le terrain? Quelles sont les deux armées? Est-ce qu'on sent quelque chose?
Est-ce que le soleil brille? On a peur? On a confiance? Quoi? Je demande et je me demande ces questions et je commence à écrire. C'est pas, je n'ai pas de spécial stylo, rien comme ça. On a du mal à vous croire. Alors, Le Crépuscule et l'Aube, c'est donc le tome 4. Et Aspergeek demande, le tome 4 sera-t-il le dernier? Non, je crois non. Il sera encore de romans de Kingsbridge parce que les lecteurs les aiment et moi, j'aime les écrire. Et quand j'ai une idée, par exemple, pour un roman dans une époque, je demande aujourd'hui, maintenant, je me demande automatiquement, est-ce que cette histoire peut prendre place en Kingsbridge? Parce que les lecteurs aiment Cambridge, ils le connaissent. Les lecteurs connaissent, pardon, les lecteurs connaissent Kingsbridge. Ils se souviennent le pont, la cathédrale, les rues, le marché, la rivière. Et les lecteurs aiment voir comment était cette ville peut-être dans le 19e siècle. Donc, oui, j'espère d'écrire encore de romans qui prennent place en Kingsbridge. Une dernière question, Monsieur Follett. Est-ce que vous avez des projets d'écriture imminents que vous pouvez nous dévoiler? J'ai fini mon dernier qui s'appelle en français Pour rien au monde. Pour rien au monde. Je l'ai fini il y a presque un an et évidemment je suis en train d'écrire un nouveau roman parce que je n'aime pas, je ne m'arrête pas, je n'aime pas m'arrêter. Ça me plaît d'écrire et de créer ces histoires, ces personnages. Je ne veux pas arrêter. Donc, pendant presque un an, j'ai commencé un nouveau roman, mais je dois vous demander pardon parce que je ne suis pas déjà prêt d'en parler. Ça peut changer. C'est possible que je vais le jeter. Il y avait une fois, j'ai fait ça. J'ai travaillé sur un roman pour un an et après un an, je l'ai regardé et j'ai dit non, it's not good enough, c'est pas assez bon. Et ça ne va jamais devenir meilleur. Donc, et j'ai jeté. C'est triste, hein? Le travail d'un an jeté dans la poubelle. Mais c'était essentiel. Donc, ça peut arriver. J'espère que non. Donc, mais c'est pour ça que je ne veux pas discuter, je ne veux pas parler de ce roman. C'est trop tôt. On tâchera d'être patient. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ken Follett. Merci aussi à Antoine Vernet de nous avoir répondu, d'avoir été présent avec nous. On peut retrouver Le Crépuscule et l'Aube en librairie au livre de poche. Et je laisse la parole à Béatrice Duval pour conclure. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, donc merci. Et surtout, merci à Ken Follett d'avoir fait l'effort de s'exprimer en français. C'est très agréable pour tous ses lecteurs et c'est vraiment un bonheur de l'entendre s'exprimer comme ça. Merci pour votre temps et merci pour toutes les informations très précieuses que vous nous avez données.
Et merci bien évidemment à Monsieur Vernet aussi, c'était passionnant. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Et merci Lorraine pour cette interview, à bientôt. Merci Béatrice, à bientôt.